bien que son père eût imaginé pour lui un brillant avenir dans l'armée, Hervé Joncourt avait fini par gagner sa vie grâce à une profession insolite, à laquelle il n'était pas étranger, par une singulière ironie, des traits à ce point aimables qu'il trahissait une vague inflexion féminine. Pour vivre, Hervé Joncourt achetait et vendait des verres à soie. On était en 1861. Flaubert écrivait Salammbô. L'éclairage électrique n'était encore qu'une hypothèse et Abraham Lincoln, de l'autre côté de l'océan, livrait une guerre dont il ne verrait pas la fin. Hervé Joncourt avait 32 ans. Il achetait et il vendait des verres à soie. En réalité, Hervé Joncourt achetait et vendait des verres à soie quand ces verres étaient encore sous la forme d'œufs minuscules et en apparence morts. Sur la seule paume de la main, il pouvait en tenir des milliers. Il s'appelle avoir une fortune entre les mains. Au premier jour de mai, les œufs s'ouvraient, libérant une larve qui, après 30 jours d'alimentation forcenée à base de feuilles de mûrier, travaillait à se réenfermer dans un cocon pour s'en évader ensuite définitivement 2 semaines plus tard en laissant derrière elle un patrimoine équivalent en fil à 1000 mètres de soie grège et en argent à une quantité considérable de francs français, à condition que tout se déroulât dans le respect des règles et, ce qui était le cas pour Hervé Joncourt, dans quelques régions du midi de la France. La Ville-Dieu était le nom de la bourgade où vivait Hervé Joncourt. Hélène, celui de sa femme, il n'avait pas d'enfant. Pour éviter les ravages des épidémies qui affectaient de plus en plus souvent les élevages européens, Hervé Joncourt allait acheter les œufs de verre à soie jusque de l'autre côté de la Méditerranée, en Syrie et en Égypte. En cela résidait l'aspect le plus spécifiquement aventureux de son travail. Chaque année, au premier jour de janvier, il partait. Il traversait 1600 milles de mer et 800 kilomètres de terre. Il choisissait les œufs, négociait le prix, achetait. Puis il faisait demi-tour, traversait 800 kilomètres de terre et 1600 milles de mer et s'en revenait à la Ville-Dieu, en général le premier dimanche d'avril. En général, à temps pour la grande messe. Il travaillait encore 2 semaines à emballer les œufs et à les vendre. Le reste de l'année, il se reposait. Et elle est comment, l'Afrique ? lui demandaient les gens. Fatigué, il avait une grande maison à la sortie du bourg et un petit atelier dans le centre, juste en face de la maison abandonnée de Jean Berbec. Jean Berbec avait décidé un jour de ne plus parler. Il tint sa promesse. Sa femme et ses 2 filles le quittèrent. Il mourut. De sa maison, personne n'avait voulu. Et c'était donc maintenant une maison abandonnée. À acheter et vendre des verres à soie, Hervé Joncourt gagnait chaque année une somme suffisante pour assurer à sa femme et à lui-même ce confort qu'en province on tendrait à nommer luxe. Il jouissait avec discrétion de ses biens et la perspective vraisemblable de
de devenir réellement riche le laissait tout à fait indifférent. C'était au reste un de ces hommes qui aiment assister à leur propre vie, considérant comme déplacée toute ambition de la vivre. On aura remarqué que ceux-là contemplent leur destin à la façon dont la plupart des autres contemplent une journée de pluie. Si on le lui avait demandé, Hervé Joncourt aurait répondu que sa vie continuerait ainsi toujours. Au début des années 60, cependant, l'épidémie de pébrine, qui avait rendu inutilisables les œufs des élevages européens, se répandit au-delà des mers, jusqu'en Afrique, et même, selon certains, jusqu'en Inde. Hervé Joncourt rentra de son voyage habituel, en 1861, avec un approvisionnement en œufs qui se révéla, 2 mois plus tard, presque totalement infecté. Pour la Ville-Dieu, comme pour tant d'autres villes qui fondaient leur richesse sur la production de la soie, cette année-là parut représenter le début de la fin. La science se montrait incapable de comprendre les causes des épidémies. Et la terre entière, jusque dans ses régions les plus reculées, paraissait prisonnière de ce sortilège sans explication. Pas toute la terre, dit doucement Baldabio. Pas toute, en versant 2 doigts d'eau dans son verre d'anisette. Baldabio était l'homme qui, 20 ans plus tôt, était arrivé dans le bourg, s'était dirigé droit sur le cabinet du maire, y était entré sans se faire annoncer, avait posé sur son bureau une écharpe en soie couleur de crépuscule et lui avait demandé: « Savez-vous ce que c'est ? Affaire de femme. Erreur. Affaire d'homme. De l'argent. » Le maire le fit jeter dehors. Lui, il construisit une filature en bas, près de la rivière, un hangar pour l'élevage des vers à soie, accolé à la forêt, et une petite église consacrée à Sainte Agnès, au croisement de la route pour Viviers. Il engagea une dizaine d'ouvriers qui venirent d'Italie une mystérieuse machine en bois, toute en engrenage et en roue, et il ne dit plus rien pendant 7 mois. Puis il revint chez le maire et posa sur son bureau, bien aligné, 30 000 francs en grosses coupures. Savez-vous ce que c'est ? De l'argent. Erreur. C'est la preuve que vous êtes un con. Puis il reprit les billets, les glissa dans son portefeuille et fit mine de partir. Le maire l'arrêta. « Et que diable devrais-je faire ? » ?»« Rien. Et vous serez le maire d'une petite ville riche. » 5 ans plus tard, la Ville-Dieu avait 7 filatures et était devenue l'un des principaux centres européens de sériciculture et de filage de la soie. Tout n'appartenait pas à Baldabio. D'autres notables et propriétaires terriens locaux l'avaient suivi dans cette curieuse aventure industrielle. À chacun d'eux, Baldabio avait dévoilé, sans difficulté, les secrets du métier. C'était bien plus amusant pour lui que faire de l'argent à l'appel. Enseigner. Et avoir des secrets à raconter. Il était comme ça, cet homme.
Baldabiou était aussi l'homme qui, 8 ans plus tôt, avait changé la vie d'Hervé Joncourt. C'était à l'époque où les premières épidémies commençaient à attaquer la production européenne de verre à soie. Sans se troubler, Baldabiou avait étudié la situation et était parvenu à la conclusion que le problème n'était pas à résoudre, mais à contourner. Il avait l'idée, il ne lui manquait plus que l'homme. Il sut l'avoir trouvé quand il vit Hervé Joncourt passer devant le café de Verdun. Élégant dans son uniforme de sous-lieutenant d'infanterie et fier avec son allure de militaire en permission. Hervé Joncourt avait 24 ans alors. Baldabiou l'invita chez lui, étala sous ses yeux un atlas rempli de noms exotiques et lui dit « Félicitations, tu as enfin trouvé un travail sérieux, mon garçon. » Hervé Joncourt écouta toute une histoire qui parlait de verre à soie, d'œufs, de pyramides et de voyages en bateau. Puis il dit « Je ne peux pas. » « Mais pourquoi ? » « Parce que dans 2 jours, ma permission est terminée. Je dois rentrer à Paris. » Carrière militaire ? Oui, c'est ce que mon père a décidé. Ce n'est pas un problème. Il prit Hervé Joncourt avec lui et l'emmena chez son père. Savez-vous qui c'est ? Mon fils. Regardez mieux. Le maire se laissa aller contre le dossier de son fauteuil en cuir et commença à transpirer. Mon fils, Hervé, qui dans 2 jours remontera à Paris, où l'attend une brillante carrière dans notre armée, si Dieu et Sainte Agnès le veulent. Exact. Sauf que Dieu est occupé ailleurs, et Sainte Agnès déteste les militaires. 1 mois plus tard, Hervé Joncourt partit pour l'Égypte. Il voyagea sur un bateau qui s'appelait l'Adèle. Dans les cabines arrivait l'odeur des cuisines. Il y avait un Anglais qui disait s'être battu à Waterloo. Le soir du 3e jour, on vit des dauphins luire à l'horizon, comme des vagues ivres. À la roulette, le 16 n'arrêtait pas de sortir. Il revint 2 mois plus tard, le 1er dimanche d'avril, à temps pour la grand-messe, avec des milliers d'œufs maintenus par de la ouate dans 2 grandes boîtes en bois. Il avait des tas de choses à raconter. Mais ce que Baldabiou lui dit, quand ils se retrouvèrent seuls, ce fut « Parle-moi des dauphins. » Les dauphins ? La fois où tu les as vus. C'était ça, Baldabiou. Personne ne savait quel âge il pouvait avoir. Pas toute la terre, dit doucement Baldabiou. Pas toute. En versant 2 doigts d'eau dans son verre d'anisette. Nuit d'août, passé minuit. À cette heure-là, d'habitude, Verdun avait déjà fermé depuis longtemps. Les chaises étaient renversées, alignées sur les tables. Son comptoir, il l'avait nettoyé, et le reste aussi. Il n'y avait plus qu'à éteindre les lumières et à fermer. Mais Verdun attendait. Baldabiou était en train de parler. Assis, en
face de lui, Hervé Joncourt, une cigarette éteinte aux lèvres, écoutait, immobile. Comme 8 ans plus tôt, il laissait cet homme lui réécrire posément son destin. Sa voix lui arrivait faible et claire, rythmée par les gorgées périodiques d'anisette, sans s'interrompre pendant de longues minutes. La dernière chose qu'elle dit fut « il n'y a pas le choix. Si nous voulons survivre, il faut aller là-bas. » Silence. Verdun, accoudé à son comptoir, leva les yeux vers les deux autres. Baldabiou tenta de trouver encore une gorgée d'anisette dans le fond de son verre. Hervé Joncourt posa sa cigarette sur le bord de la table avant de dire « Il est où exactement ce Japon ?» Baldabiou leva sa canne de jonc en l'air et la pointa par-delà les toits de Saint-Auguste. Alors là, toujours tout droit, dit-il, jusqu'à la fin du monde. Là, c'est posé. Ça vous dit de continuer à écouter l'histoire? Ça commence sympa, hein, quand même. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce début de cette histoire qui se pose? Moi, j'ai l'impression d'être au Japon dans mon temps. Eh ben, patientez encore un peu parce qu'on va y aller. Et puis le Japon du 19e siècle, c'est pas le Japon d'aujourd'hui. Il y avait encore toutes les traditions et c'était quelque chose. Savoir que là où il est allé, c'était fermé. C'était pas ouvert aux étrangers. Interdiction. Là, il va en parler, hein, de toute façon. Vous allez avoir toutes les informations. Là, je voulais faire une pause, hein, vous faire un petit peu saliver. Tiens, allez, raconte la suite, tais-toi devant. Il y a déjà un anisette qui nous fait saliver. Ouais. Franchement, si j'avais bien fait les choses, j'aurais mon petit verre d'anisette à côté. Ah oui, c'est Non, il y a de la bulle. Non, mais bon, c'est ici aussi. François, Le service l'anisette.